Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur Zoom. On a un direct live sur Facebook qui est en cours d'installation. Donc, on attend que le direct live de Facebook soit installé et on commencera vraiment. Vous pouvez vous prendre un verre, un café. Il y en a pour 1 ou 2 minutes. Donc voilà, vous pouvez joindre cette conférence débat soit via Zoom, soit via Facebook. Dans les deux cas, vous verrez la même chose, vous entendrez la même chose et vous pourrez poser des questions sur le chat. Il me semble que c'est parti, la Charlotte, sur Facebook. Super. Alors, oui, c'est parti. Oui. Alors, rebonjour à tous, y compris à ceux qui nous suivent sur Facebook. Aujourd'hui, on va parler de taxation des grandes fortunes, des grands patrimoines. Le contexte est le suivant. On sait que dans le contexte Covid, il y aura une dette. Il y a déjà une dette Covid. Il y a des coûts importants pour le budget de la Belgique. Et donc, dans un contexte où les inégalités sont déjà importantes, on peut se demander qui va devoir supporter le coût de cette dette Covid. Et notamment, alors que l'Horeca est fermé, que la culture est fermée, ou presque intégralement fermée, que le chômage explose, la question c'est de savoir est-ce que et dans quelle mesure on peut faire supporter le poids de cette dette Covid et de façon générale le poids de la dette, le poids des finances publiques à ceux qui ont les plus gros patrimoines. On peut se souvenir de l'expérience de la crise de 2007-2008, où finalement c'est la population qui avait payé d'une cure d'austérité le coût de la crise, le coût des mesures qui avaient été prises pour remédier à cette crise. En Belgique, on est un pays réputé pour être un paradis fiscal pour les détenteurs de patrimoine, notamment les détenteurs étrangers. Et on peut se dire que les propositions qui ont été faites pour taxer les grands patrimoines ne sont pas à la hauteur des enjeux. Donc pour l'instant, on a sur la table une proposition de taxation des comptes titres qui, a priori, n'apportera qu'un faible rendement. Et donc, on peut se demander si c'est à la hauteur de l'objectif qui était affiché en plus, le truc les épaules les plus larges. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de comprendre un petit peu le contexte de la taxation des grands patrimoines. Donc, actuellement, qu'est-ce qu'il en est en Belgique? Est-ce que les fortunes sont taxées en tant que telles? A priori, pas trop. C'est le petit teaser. Quels sont les obstacles pour une éventuelle taxation des grands patrimoines? Est-ce que ce serait une bonne chose? Est-ce que ce serait désirable? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Et puis, si on veut taxer les grands patrimoines, quels sont les obstacles qui sont sur la route de cette taxation? Donc, pour parler de ça, on a deux intervenants. On a Christian Valenduc, qui est professeur à l'UCL, à l'Université de Namur et chercheur associé à l'Institut syndical européen, et qui, jusqu'à la fin de l'année dernière, était aussi directeur au service d'études du SPF Finance. Et on a Daniel Puissant, qui a commencé sa vie professionnelle à Oxfam, mais qui a passé beaucoup de temps au SPF Finance, où il s'est beaucoup impliqué dans la lutte contre la fraude fiscale, notamment au plan syndical. Il a rejoint Attac il y a une vingtaine d'années et il a repris la coordination du réseau pour la justice fiscale. Donc on peut dire que c'est un pensionné très actif, donc au sein du réseau justice fiscale et au sein d'Attac. Donc ce qu'on va faire, c'est une conférence débat, donc en deux temps. D'abord, on va dire le temps conférence. Christian Valenduc va nous présenter un peu l'état des lieux de la taxation des grands patrimoines, ce qu'il est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire, quels sont les arguments pour ou contre. Daniel Puissant va être le discutant, qui va réagir par rapport à ce que dit Christian, éventuellement apporter la contradiction. Moi, je ferai la facilitatrice. Et puis, dans un deuxième temps, donc à peu près dans 45 minutes, on pourra avoir un échange plus interactif avec l'audience, répondre à différentes questions que vous pouvez avoir. Ceci dit, vous pouvez poser des questions dès maintenant. Donc, que vous soyez sur Facebook ou Zoom, vous pouvez utiliser la fonction chat pour poser des questions et moi, je vais les réunir et je les poserai
dans un deuxième temps. Si vous avez des problèmes ou des questions techniques, n'hésitez pas à les poser aussi dans le chat, on ne sait jamais. On va commencer. On a failli ne pas avoir Daniel qui a eu des problèmes techniques. Je ne sais pas par quel miracle il a finalement réglé. Le miracle est arrivé. Bienvenue Christian, bienvenue Daniel. Merci beaucoup d'être présent. Avec plaisir. On va apprendre beaucoup de choses grâce à vous. Donc, je donne la parole à Christian qui a préparé une présentation. Bonsoir à toutes et à tous. Je suppose qu'on voit les slides. Oui. J'ai répété avant, alors ce serait bien le comble que ce qui ne marchait pas à la répétition ne fonctionne plus maintenant. Voilà. Bien, alors pour aborder le débat, je crois qu'il est quand même utile d'un peu préciser ce qu'il en est en Belgique en matière de patrimoine et de taxation du patrimoine. Ça permettra de poser le terme du débat. Enfin, de taxation du patrimoine au sens large. Je vais expliquer dans quelques temps ce que j'entends par au sens large. Alors, que sait-on sur le patrimoine en Belgique? Pas tellement en fait, parce que bon, on a des données au niveau agrégé sur le patrimoine, mais sur la répartition du patrimoine, il faut bien dire qu'on n'a pas grand-chose. C'est déjà peut-être un sujet en soi, le fait qu'on ne sache pas grand-chose. Si on regarde le patrimoine financier des ménages entre 1995 et 2018, il est passé de 516 à 1409 milliards d'euros. Ça veut dire qu'il a presque triplé. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, pour ceux qui considèrent que c'est un trésor, chaque fois que les chiffres sont gros, il faut quand même un peu relativiser les choses. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est qu'il est passé de 2,45 fois le produit intérieur brut à 2,96 fois le produit intérieur brut. Ça permet déjà de relativiser un peu les choses. Et ça, c'est sur 23 ans. Ça veut dire que sur 23 ans, le patrimoine financier des particuliers a été multiplié par 1,2. Donc, c'est comme c'est comme si ce ratio-là, le ratio du patrimoine financier des particuliers au produit intérieur brut, avait augmenté de 0,8 points par an. C'est-à-dire qu'une augmentation continue pratiquement du patrimoine des ménages sur la période 1995-2018. Il a juste baissé l'année de la crise financière. Il y a une augmentation continue. Et par exemple, si on compare à ce qui s'est passé aux États-Unis, l'augmentation a été beaucoup moins forte. Alors, si on regarde ce que ça donne par rapport à certains autres pays, on n'est pas en pourcentage du PIB comme le graphique l'indique, on est en milliards d'euros. Ça veut dire que si on est en oui, 200, ça fait 200% du produit intérieur brut. Donc ici, on a la distinction entre patrimoine financier et patrimoine immobilier. Et on voit qu'on a la comparaison de la Belgique par rapport à quelques pays voisins, les Pays-Bas, l'Allemagne et la France, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne. Ce qu'on voit, c'est qu'en Belgique, on a un patrimoine immobilier assez important. Il y a juste dans les pays du Sud où il est plus important que nous, et un patrimoine financier qui est, disons, à peu près au niveau de ce qu'il est aux Pays-Bas, un peu plus faible que ce qu'il est au Royaume-Uni et plus élevé que ce qu'il est dans les autres pays. Donc, on a un niveau de patrimoine relativement relativement élevé et une place importante pour l'immobilier. Alors, si on désagrège un peu plus finement le patrimoine financier, donc tout est en pourcent du total, hein, parce qu'on est à 100 pour tous les pays, il y a une première particularité de la Belgique qui apparaît, c'est le poids des livrets d'épargne que vous avez ici tout en dessous. Il n'y a aucun pays qui, comme nous, est dans une situation où les livrets d'épargne font plus de 20% du patrimoine financier. Il y a aussi un autre poste qui est important en Belgique, c'est ce qu'on appelle les actions non cotées. Ça veut dire que ce sont des actions qui sont détenues par les particuliers et qui ne sont pas cotées en bourse. Donc, ce n'est pas des actions Belvint, etc. Ce n'est pas Proximus, ce n'est pas InBev, etc. C'est des actions de sociétés qui ne sont pas cotées en bourse. Alors, ce montant important, il faut savoir qu'en fait, il vient du fait qu'en Belgique, pratiquement
une très grande partie des indépendants sont mis en société pour des raisons fiscales. Ça veut dire qu'en fait, ces indépendants-là, pour les statistiques, ce sont des particuliers qui détiennent des actions. C'est les actions de leur société à eux, mais ce sont des actions quand même, et ce sont des actions qui ne sont pas cotées. Ça, c'est l'important. Ça, c'est l'explication de cette deuxième particularité de la Belgique. Autre élément de cadrage, qu'est-ce qu'il en est des revenus du patrimoine? Bon, il y a des lignes, donc là sur le graphique, dont vous avez déjà fait l'expérience vous-même, parce que le rendement de votre compte d'épargne, je suppose que vous savez à quel niveau il est descendu. Je ne sais pas si on peut encore dire aujourd'hui qu'un compte d'épargne rapporte. Je ne suis pas sûr que le terme soit encore correct. En fait, on a une très forte diminution des taux d'intérêt. Sur le graphique, ici, on voit toutes les lignes descendre, sauf une qui descend moins que d'autres, et qui, fondamentalement, n'a pas tellement une tendance à la baisse. C'est-à-dire que, et cette ligne-là, ce sont les actions. Là, on voit qu'il y a des cycles, mais globalement, il n'y a pas la tendance à la baisse qu'on voit ici. Toutes les autres lignes, ce sont des titres dont le rendement consiste en intérêt uniquement. Et les taux d'intérêt ont dégringolé depuis 2007, 2008 et aussi pendant la deuxième moitié des années 90, mais ça, c'est beaucoup plus lointain. Donc, le rendement des actions, lui, il est resté relativement plus stable, moyennant des fluctuations cycliques. Alors, la ligne rouge, là, c'est uniquement la partie du rendement des actions qui vient des dividendes. Quand vous détenez des actions dans une société, ça peut rapporter de deux façons. La première, quand la société distribue des dividendes. La seconde, simplement, quand la valeur de vos actions augmente. Et quand la valeur des actions augmente, ça fait des plus-values, et quand la valeur des actions diminue, ça fait des moins-values. Alors, quand on intègre les dividendes et quand on rajoute aux dividendes la partie noire qui sont la partie noire du graphique, là, ce qui vient de la variation de la valeur des actions, on a quelque chose qui varie encore beaucoup plus, mais qui est en fait beaucoup plus variable. Ça veut dire que globalement, sur les dernières années, et aussi même si on remonte jusqu'en 1995, le rendement du patrimoine a plutôt eu tendance à diminuer, sauf pour le patrimoine investi en actions. Donc ça, c'est ce qu'il en est du patrimoine globalement pour la Belgique. Alors, pour la distribution des patrimoines, je vous ai dit qu'on ne savait pas grand-chose. En fait, on a des résultats intéressants parce qu'il y a des enquêtes qui sont faites périodiquement par les banques centrales et gérées par la Banque centrale européenne. Et pour la Belgique, c'est la Banque nationale de Belgique qui est responsable de l'enquête. Et c'est sur cette base-là qu'on peut avoir une vue comparative de la distribution des patrimoines dans les pays de la zone euro et uniquement la zone euro, évidemment, comme tout ça géré par la Banque centrale européenne. Alors, on a la Belgique ici qui est le troisième. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers des indicateurs d'inégalité, quelques mots d'explication quand même. Ce qui est sur cette échelle-ci, à gauche, et qui correspond aux barres verticales, c'est un indicateur d'inégalité qui va de 0 à 1, 0 en égalité parfaite, 1 quand il y en a un seul qui possède tout. C'est-à-dire que plus on monte sur l'axe vertical, plus l'inégalité est importante. Et la ligne verte, c'est en fait le rapport du seuil d'entrée des 10% les plus riches en termes de patrimoine par rapport au patrimoine des 20% du dessous. Ça, c'est la ligne verte. Alors, qu'on soit sur les histogrammes ou sur la ligne verte, la Belgique est un pays où la distribution des patrimoines est plutôt moins inégalitaire que dans les autres. Et une autre caractéristique qu'on remarque sur le graphique, si vous regardez l'écart entre l'histogramme blanc et l'histogramme rouge, ça c'est la distribution des patrimoines et ça c'est la distribution des revenus. Donc blanc c'est patrimoine, rouge c'est les revenus. Les patrimoines sont plus inégalitairement répartis que les revenus, ça c'est pas un scoop, tout le monde le sait, ça vient du fait que les patrimoines viennent de l'accumulation des revenus des gens qui ont des revenus élevés. Et donc c'est tout à fait logique, si je puis dire, que la distribution des patrimoines soit plus inégalitaire que celle des revenus. Mais l'écart en Belgique est quand même nettement, l'écart entre les deux en Belgique est quand même nettement moindre à ce qu'il est en Allemagne, en Autriche
ou même en France, en fait. Alors, pourquoi ça? En fait, c'est l'impact de la part importante de l'immobilier dans le patrimoine des ménages en Belgique. L'immobilier est dans les actifs des ménages celui dont généralement la répartition est la plus égalitaire après les comptes d'épargne. Les patrimoines des riches et des très riches, ce n'est pas tellement de l'immobilier, c'est plutôt des actions, des fonds de placement, etc., des tableaux d'art pour le top du top et autres objets précieux. Alors, ça, c'était sur le patrimoine. Alors, maintenant, comment taxe-t-on tout ça? En fait, il y a différentes façons de taxer le patrimoine. D'abord, on peut le taxer au moment où on l'acquiert. Vous achetez une maison, vous payez des droits d'enregistrement. Si vous achetez des titres sur le marché secondaire, vous allez payer une taxe sur les opérations de bourse, mais le taux est très réduit par rapport au taux des droits d'enregistrement. Ce qui est curieux en Belgique, c'est qu'il y a déjà certains éléments du patrimoine qui sont détaxés quand on les acquiert plutôt que taxés. Parce que quand vous investissez dans une épargne pension, dans une assurance vie, vous êtes détaxé, en fait. Et sur l'emprunt hypothécaire, vous êtes détaxé. C'est-à-dire que d'un côté, vous êtes taxé parce que vous achetez la maison, de l'autre côté, vous êtes détaxé parce que vous faites un emprunt pour acheter la maison. Ça, c'est au stade de l'acquisition. C'est la première façon de taxer le patrimoine. La deuxième façon de taxer le patrimoine, c'est le taxer parce qu'on le détient. En fait, l'impôt sur la fortune, c'est ça. C'est la taxation de la détention du patrimoine. Alors, il y a différentes façons de le faire. La plus connue en Belgique, c'est ce que tout le monde appelle le foncier. Le fait générateur du foncier, c'est que vous possédez un bien. On ne taxe pas sur la valeur du capital, d'accord? On taxe sur un revenu fictif de 1975 qu'on corrige comme on peut par l'inflation depuis 1991. Mais en fait, on taxe la détention d'un bien. Alors, on a inventé une taxe sur les comptes titres qui est moins mal cochonnée que la version précédente qui avait été annulée par la Cour d'arbitrage, mais ça, on ne taxe en fait que ce qui est sur le compte titre, et c'est une taxe qui est levée une fois par compte titre. Donc, j'ai quand même l'impression que si les Belges qui sont soumis à la taxe sur les comptes titres, qui ne doivent pas être, à mon avis, les plus ignorants en matière fiscale, multiplient leurs comptes titres comme d'autres multiplient leurs livrets d'épargne, le rendement de la taxe sur les comptes titres ne sera pas mirobolant et en tout cas inférieur à la facture de la crise du Covid. Donc ça, c'est la deuxième façon de taxer le patrimoine, c'est le taxer parce qu'on le détient. La troisième façon, c'est de le taxer sur base de ce qu'il rapporte, c'est-à-dire sur base de son rendement, les intérêts pour des titres de la dette publique ou pour un compte d'épargne, et les dividendes pour les actions, ou alors de taxer sur base de l'augmentation de la valeur, en tenant compte évidemment de temps en temps qu'il arrive que la valeur diminue. Alors, qu'est-ce qu'il en est en Belgique? Au total, tout ça, en Belgique, ça fait 3% du produit intérieur brut, la taxation du patrimoine. Aux Pays-Bas, ça fait beaucoup moins. L'Allemagne est à peu près au même niveau. La France est le pays qui est premier. Les Français adorent être premiers. Dans beaucoup de domaines, ils adorent être les meilleurs. Au Royaume-Uni, ça fait un peu plus de 4. Disons, on n'est en tout cas pas dans les pays qui taxent le plus le patrimoine dans l'échantillon qui est là. Deux petites réserves par rapport à ça. Il y a toute une discussion de savoir s'il faut compter l'impôt des sociétés. C'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation. Moi, ma réponse est non. Mais par contre, le fait qu'on détaxe l'acquisition, la constitution de l'assurance vie, de l'épargne pension, etc., ce qui est quelque part une taxe négative sur le patrimoine, ça n'est pas décompté. Il y a un point qu'il faut savoir, globalement, ça fait 3% du produit intérieur brut. Il y a un point qui est important, mais je n'ai pas mis de graphique parce que c'est trop compliqué, c'est qu'il y a des différences énormes de taxation suivant les biens dans lesquels le patrimoine est affecté. Un immeuble n'est pas taxé comme du financier, et dans le financier, un type d'actif n'est pas taxé comme un autre. Il y a de fortes différences entre les actifs. Si on compare l'immobilier avec le financier, l'immobilier, la taxation de l'acquisition, elle est relativement élevée. La région Wallonne, avec ses 12,5 de droits d'enregistrement, elle est au top de la zone euro. Le patrimoine financier, il y a une très faible taxation de l'acquisition, et même dans certains cas, je vous l'ai dit, une détaxation de l'acquisition. L'assurance vie,
l'épargne pension, sur l'ensemble de l'opération, la taxation, elle est négative. Il n'y a pas de taxation de la détention pour le patrimoine financier, sauf une taxe sur les comptes titres dont j'ai dit ce qu'elle valait. Par contre, pour l'impôt foncier, on taxe la détention, je vous l'ai dit, sur base de valeur locative de 1975, parce que pour la péréquation suivante, on attend toujours. Pour le financier, on taxe les revenus à 30%, hors compte d'épargne, et il n'y a pas de taxation des plus-values. Le problème, c'est que les banquiers ont une imagination débordante depuis plusieurs décennies pour transformer les revenus en plus-value. Et les revenus, il y a des revenus qui seraient imposables, qui sont transformés en plus-value, qui ne le sont pas. Du côté de l'immobilier, il y a une taxation relativement faible des revenus, et la taxation des plus-values, elle est pratiquement inexistante. Il faut acheter et vendre dans un délai très court pour qu'il y ait une plus-value taxable. Donc, globalement, on taxe très peu, voire pas du tout, les plus-values en Belgique. Les revenus de façon plus élevée pour le patrimoine financier que pour le patrimoine immobilier, mais l'acquisition et la détention, c'est le contraire. Voilà donc où on en est. Alors ça, beaucoup d'institutions qui ne sont pas des repères de gauchistes, si je puis dire, ont dit que ce n'était ni efficace ni équitable. L'OCDE l'a dit plusieurs fois dans des études sur la Belgique. La Commission européenne l'a dit plus d'une fois dans les recommandations spécifiques par pays qu'elle publie à la fin du semestre européen. Enfin, c'est le Conseil européen qui les publie, pas la Commission. Le Fonds monétaire international l'a dit et redit, le Conseil supérieur des finances l'a dit et redit. Il y en a d'autres qui l'ont dit. Je me suis mis modestement dans les autres, mais je l'ai expliqué dans plusieurs articles que ce truc n'était ni efficace ni équitable. Si on décompose ce que ça donne l'imposition globale de toutes ces taxes sur l'acquisition, les revenus, etc., on a ceci. Ici, on est en pourcentage des revenus. On a une détaxation à l'impôt sur le revenu avec les réductions d'impôt pour l'assurance vie et pour l'épargne pension. On a une imposition de revenus financiers qui pèse 4 points, une imposition des transactions qui concerne essentiellement l'immobilier qui concerne 6,7 points, une imposition des successions qui fait 3,7 points et les successions concernent beaucoup plus l'immobilier que le mobilier. Et le 4.2, là, il concerne l'immobilier aussi. C'est-à-dire que le jaune et le rouge concernent principalement l'immobilier, le mauve concerne beaucoup plus l'immobilier que le mobilier, le bleu ici, ça c'est du mobilier, et le noir c'est du mobilier, mais c'est du négatif. Enfin, du mobilier, c'est du financier, je veux dire. Mobilier, c'est un thème fiscal. Voilà où on en est avec la taxation. Juste encore un point. Je vous ai dit qu'il y avait des différences importantes entre les types d'actifs. On en taxe certains et pas d'autres. Et ça a de l'effet. Je ne vais pas rentrer dans le détail des lignes en pointillé sur les graphiques parce que c'est suivant l'hypothèse qu'on fait sur la taxation des SICAF qu'on a faite en 2005 et qui était faite à moitié. Mais on voit une ligne rouge qui descend et une ligne bleue qui monte. Mais la ligne rouge, c'est le pourcentage du patrimoine financier des ménages qui est investi dans des actifs qui sont taxés, dont les revenus sont taxés. La ligne bleue, c'est la part qui est investie dans des actifs dont les revenus ne sont pas taxés. Évidemment, quand vous avez un certain patrimoine, vous avez le choix entre des actifs dont les revenus sont taxés et des actifs dont les revenus ne sont pas taxés. À partir d'un certain moment, quand vous avez un certain patrimoine, quand vous allez à la banque, ça ne se passe plus au guichet, mais à l'espace conseil. Et là, à l'espace conseil, on vous donne les mots conseil, sinon il ne s'appellerait pas comme ça. Et les conseils des banquiers, je me suis amusé moi-même à faire l'expérience plus d'une fois. Je me suis retrouvé une fois comme ça à l'espace conseil d'une banque et le banquier m'expliquait ce qui était taxé et ce qui n'était pas. À un moment donné, je lui ai dit, écoutez, ça, il ne faut pas me l'apprendre, merci. Par contre, je voudrais bien que vous m'expliquiez ce qui rapporte bien, ce qui a du risque, ce qui rapporte moins et ce qui a plus de risque. Et là, il était beaucoup moins bavard. Mais sur le régime fiscal, il était intarissable. Mais évidemment, il ne savait pas qu'il parlait à quelqu'un qui en savait un bout sur le sujet. Dernier slide de cette partie, disons, pour poser les termes de ce que c'est la taxation du patrimoine. Ici, j'ai mis sous forme de gâteau ou de tarte ou de fromage, je ne sais pas quels sont vos goûts culinaires, la répartition du patrimoine financier et quelques commentaires à côté.
On a 23% qui sont en dépôt d'épargne et ceux-là, ils sont exonérés d'impôts. On a 9,2% qui, ceux-là, les revenus sont taxés. Les titres à revenus fixes, là, les revenus sont taxés. Ça fait 3,6%. Donc ça fait 12%. Puis on a un gros morceau de fromage, là, c'est les actions non cotées. Mais les actions non cotées, c'est les indépendants qui se sont mis en société. Une grosse partie, c'est ça. Donc ça, c'est l'effet de l'avantage fiscal à la mise en société. Puis on a 4,5% d'actions cotées dont les dividendes sont taxés, mais dont les plus-values ne sont pas taxées. Puis on a 14,7% de fonds de placement qui sont partiellement taxés. Enfin, dont les revenus sont partiellement taxés. Puis on a les assurances-vie, tout ce qu'on peut assimiler aux polices d'assurance-vie, qui font 23%. Les Belges adorent ça, forcément, le taux d'imposition est négatif quand on tient compte de la détaxation à l'entrée, malgré la taxation au bout du processus, quand on touche le capital, la résultante est négatif. Donc, on ne peut pas dire effectivement que le patrimoine financier soit fiscalement matraqué en Belgique. Ce serait un brin exagéré, me semble-t-il. Je crois que, oui, c'est ça. Je crois que j'ai fini pour la partie informative. Alors, je continue tout d'une traite ou on fait une... Je vais peut-être demander à Daniel s'il a une réaction. Charlotte, qu'est-ce que je fais? Après, Je continue ouais, après, on passera à la partie. ou on fait thème par thème? On fait thème par thème. Donc Mais là, le micro n'est pas mis. L'existant, qu'est-ce que c'est que les patrimoines, comment est-ce qu'ils sont taxés en Belgique? Je vais demander à Daniel une J'entends rien. et puis on ira. On n'entend pas? Ben, moi, je t'entends, mais. Oui, désolé, c'est le son qui était coupé chez moi. Ah, voilà, c'est comment on a tous des problèmes techniques. Oui. On a tous des problèmes techniques. Ben, Oui. D'abord, merci. Je trouve que la présentation était vraiment superbe. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. C'était très complet et très pédagogique. Donc, qu'est-ce que je vais ajouter en 2 mots? Que les réductions d'impôts qui ont été accordées aux plus riches dans les pays développés, et il y en a eu, évidemment, un peu dans tous les pays développés, il y a eu cette réduction d'impôts. Elles n'ont absolument pas contribué à créer de l'emploi ou de la croissance. Ça, c'est une chose. Alors, quand on parle d'impôt sur le patrimoine, on pense souvent à l'impôt sur la fortune en France, et qui ne taxe plus maintenant que la fortune immobilière, alors que les plus grosses fortunes, évidemment, sont, comme tu l'as dit, Christian, sont logées dans le mobilier, les actions, les obligations, etc., les fonds communs. Et cette fortune, évidemment, mobilière est encore plus concentrée donc, chez les très riches. Chez nous, par exemple, 80% de la valeur des actions cotées en bourse sont dans les mains des 10% les plus fortunés. Et alors, je ne dirais rien de plus par rapport à l'impôt sur la fortune, la taxation, en tout cas, des patrimoines immobiliers en Belgique, ils ne sont pas oubliés. Tu l'as bien dit, il y a toute une série de choses. Par contre, en effet, c'est au niveau du patrimoine mobilier que là, il y a quand même pas mal de choses à faire si on voulait arriver, en effet, à une taxation équitable. Donc voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter. Je dirais juste le précompte immobilier, c'est un petit peu l'impôt sur la fortune du pauvre, puisque même si on achète une maison avec son épargne tout au long de sa vie, d'épargne d'un revenu de travailleur, et qu'on a la seule épargne qu'on a, c'est sa petite maison, ben, on doit quand même payer dessus le précompte immobilier. Les enfants, lorsqu'ils hériteront, ben, ils auront payé des droits de succession. Droits de succession, parenthèse, où il est beaucoup plus facile, évidemment, de frauder sur la détention d'actions, puisque là, il y a le secret bancaire en Belgique. C'est vrai que normalement, les contrôles de l'enregistrement, comme on appelait ça dans le temps, doivent vérifier si la déclaration de succession est exacte. C'est vrai qu'ils peuvent en effet demander aux banques où se trouvent les actifs financiers de la personne qui a décédé, mais n'empêche qu'un immeuble, ça se cache difficilement. Donc là, toute la fortune immobilière, évidemment, est à découvert. Par contre, la fortune mobilière, on n'a pas parlé de paradis fiscaux jusqu'à présent, mais c'est clair qu'au-delà d'un certain montant de fortune mobilière, il y a moyen quand même, par l'évasion fiscale, d'échapper à tout contrôle du fisc belge. Voilà, merci. Je vous passe l'antenne. Merci à tous les deux et merci beaucoup Christian d'avoir fait des fromages, des gâteaux et des courbes. Ça rend les choses très compréhensibles. Je pense qu'on a les bases pour aller vers la deuxième partie qui est, bon, ok, ça c'est l'existant, on voit que ce n'est pas parfait, qu'il y a des questions qui se posent, notamment en termes d'équité entre patrimoine immobilier, patrimoine financier ou mobilier.
Maintenant, la question, c'est est-ce que ce serait souhaitable ou non d'avoir une fiscalité différente sur le patrimoine et notamment, alors si on disait grand patrimoine ou fortune, bah, ça implique que ça soit une taxation éventuellement sur les plus riches ou du moins ceux qui sont détenteurs du plus gros patrimoine. Donc ça, c'est la deuxième partie. Et comme pour la première, on entendra d'abord Christian, en espérant qu'il a des fromages et des camemberts à nous montrer. Et ensuite, une réaction. Merci. J'ai encore des slides, mais je suis déçu. Vous allez être déçus. Il n'y a plus ni camembert, ni tarte au sucre, ni autre délice du genre. Il y a encore des slides avec des mots. C'est tout. Alors, les arguments pour et contre. Les premiers types d'arguments, c'est du point de vue de ce qu'on appelle l'impact de l'impôt sur le marché, c'est-à-dire que ce que les anglo-saxons appellent l'efficiency et qu'on traduit en anglais par l'efficacité de l'impôt. C'est-à-dire que la question, là, c'est finalement, est-ce que taxer le patrimoine ou les revenus du patrimoine, ça n'a pas des effets négatifs d'un point de vue économique? J'ai assisté un jour dans toutes les présentations auxquelles j'ai assisté dans plein de séminaires partout sur la planète. J'en ai entendu un, j'en ai entendu quelques-uns, mais il y en a un jour, j'aurais dû retrouver ces graphiques qu'il avait fait à machin pour montrer que c'était un désastre et que les gens n'épargnaient plus et que donc le capital ne s'accumulait plus et donc il n'y a plus d'investissement et donc c'était la chute de la croissance. C'est un discours qu'on entend encore parfois. Et un autre discours qu'on entend parfois, c'est le discours des juristes sur la double imposition. Ça, ils adorent. Parce qu'ils ne doivent pas mesurer, ils doivent simplement dire qu'elle est double. Les juristes ne savent pas compter, mais ils savent causer. Alors là, la double imposition, là, ils tartinent. La réponse de l'économiste sur la double imposition, c'est je m'en fiche. Ce qui désigne par double imposition, c'est vous allez taxer le patrimoine alors que vous taxez déjà les revenus. Ou alors, déjà pour les revenus de l'épargne, on vous sort des discours émouvants, tellement émouvants qu'il vaut mieux avoir ces Kleenex tout près de soi. On vous sort l'histoire de celui qui a travaillé le dur labeur pendant toute sa vie, qui parvient à mettre un peu d'argent de côté, et le vorace fiscal parvient encore à taxer le peu d'argent qu'il a mis de côté. Je me souviens que Sarkozy avait fait un grandiose numéro du genre quand il était président de la République. Moi, je réponds simplement à ça que tous ceux qui ont un revenu, même très modeste, consomment, et sur le revenu imposé dont il leur reste le net, quand ils consomment, ils payent la TVA, et ça, c'est une double imposition dont personne ne parle jamais. En fait, on dit que certains parlent des doubles impositions qui les dérangent. Ce qui compte pour l'économiste, c'est l'imposition effective, et elle est globale. C'est pour ça que je vous ai présenté. Là, c'était pas des camemberts, c'était des barres de chocolat coupées en tranches, où il y avait les différentes façons de taxer le patrimoine qui était considéré globalement. Donc, le discours sur la double imposition, pour moi, il n'est pas pertinent. Ce qui compte, c'est l'imposition globale. Alors, qu'est-ce qu'on sait de l'impact de la taxation du patrimoine? L'impact est très faible sur le montant global de l'épargne. En fait, ce qu'on a constaté dans toutes les études empiriques, c'est que le montant qui est épargné par les particuliers ne dépend pas du rendement net et donc ne dépend pas de l'impôt. Ce qui motive, c'est la précaution, la nécessité de se constituer une épargne retraite et toute une série d'autres facteurs, ou simplement le fait qu'on ait du revenu, c'est tout. Mais l'impôt n'a pas beaucoup d'effet sur le montant global de l'épargne. Par contre, si on taxe différentes façons d'épargner, ça a de l'effet. Et je vous l'ai montré avec le graphique où on voyait la ligne rouge qui descendait. Et la ligne rouge qui descendait, ça c'était la part taxée. Et la ligne bleue qui montait, ça c'était la part non taxée. Et si je retourne à mon dernier camembert, pourquoi est-ce qu'il y a une telle part du patrimoine financier qui est dans les livrets d'épargne, dans les assurances vie? Mais dans les assurances vie, ce n'est pas taxé, c'est détaxé. Les livrets d'épargne, on a tous l'impression qu'on n'est pas taxé, sauf quand on se pose la question du rendement qu'on devrait avoir s'il n'était pas réglementé. À ce moment-là, on se rend compte que le banquier se sert, si je puis dire. Ça veut dire qu'en fait, il faudrait, pour qu'une taxation du patrimoine soit efficace, il faudrait traiter de la même manière tous les actifs patrimoniaux.
et non pas dire je taxe plus l'immobilier que le financier, ou si on prend l'exemple de la France avec l'impôt sur la fortune, dire on ne taxe pas les œuvres d'art, parce que Jack Lang, quand il était ministre de la Culture du gouvernement de François Mitterrand, qui a instauré l'impôt sur la fortune, Jack Lang a dit, qui était ministre de la Culture, a dit non, non, on ne taxe pas les œuvres d'art. Il faudrait tout taxer de la même façon. Alors, que sait-on pour l'imposition du patrimoine plus particulièrement? L'impôt qui est économiquement le moins efficace, c'est celui qui est basé sur les transactions. Tout simplement parce que s'il décourage les transactions, ça veut dire qu'il y a moins de transactions sur le marché, et moins il y a de transactions sur un marché, plus la valeur informative des prix est faible. Pour que un prix veuille dire quelque chose, il faut qu'il y ait des transactions en nombre suffisant. Et le problème de la taxation des transactions, c'est que ça réduit le nombre de transactions. L'impôt le plus efficace, par contre, c'est l'impôt, d'un point de vue économique, c'est l'impôt sur les héritages reçus. Parce qu'évidemment, là, c'est quelque chose qui vous tombe dire du ciel, ça n'est pas tout à fait la bonne expression, mais ça vous tombe comme ça. C'est pas de l'argent. C'est pas ce capital-là n'est pas résultat de votre comportement à vous. C'est quelque chose qui vous tombe. C'est ce qu'on appelle un windfall gain en anglais, mais la traduction de windfall gain, c'est une aubaine quoi, qui vous tombe dessus. La succession, c'est-à-dire que ça, évidemment, taxer ça n'a pas d'effet négatif sur les comportements d'épargne. Alors, du point de vue de la redistribution, le patrimoine est plus inégalitairement réparti que les revenus. Ça, je l'ai montré avec le graphique. Au niveau mondial, il y a eu une hausse de la concentration des patrimoines. Piketty le montre très bien, mais il le montre à propos de tas de pays et pas de la Belgique. Et le problème, c'est pour la Belgique, franchement, j'ai mis un point d'interrogation. Parce que compte tenu de la rareté des statistiques qu'on a sur la concentration du patrimoine, c'est un peu audacieux de répondre à la question. Concrètement, qu'est-ce qu'on a? On a 3 vagues d'enquêtes sur les 7-8 dernières années, 3 séries d'enquêtes menées par la Banque nationale de Belgique avec, dans le cadre des enquêtes qui sont faites par la BCE sur l'ensemble des pays de la zone euro. Dessiner une tendance de long terme là-dessus, ce n'est pas évident du tout. Il y a un argument pour taxer le patrimoine, c'est qu'il confère un niveau de bien-être supplémentaire indépendamment du revenu qu'il procure. Un patrimoine élevé, ça confère un statut social, ça confère du pouvoir, ça confère une sécurité supplémentaire, ça ouvre des tas de portes, comme on dit, ce qui s'appelle sur le slide davantage d'opportunités, et la transmission du patrimoine a un rôle important dans l'inégalité des chances. Et même les plus libéraux trouvent qu'il faut combattre l'inégalité des chances, mais pour beaucoup d'entre eux, le raisonnement s'arrête là, et ça ne va pas jusqu'au fait qu'alors il faut taxer la transmission des patrimoines beaucoup plus que ce qu'on fait maintenant. Donc ça veut dire que la taxation des revenus ne suffirait pas, surtout si les plus-values ne sont pas taxées, et qu'il y aurait effectivement une bonne raison de taxer le patrimoine. Mais, il y a quand même un mais. Et c'est mon gros doute à moi. Pourquoi instaurer une imposition du patrimoine si la taxation des revenus est si mal faite? Moi, mon problème avec la taxation du patrimoine, ce n'est pas un problème de principe. C'est un problème pratique de quelqu'un qui a quand même passé beaucoup d'années au service d'études du ministère des Finances, que je vous résumerai un peu pour prendre une image qui n'est pas technique. Si vous avez une maison qui n'est pas stable, qui est branlante, qui est construite sur un terrain vague et dont les murs ne tiennent pas, avant de rajouter un étage, vous allez peut-être consolider les étages du dessous. Et c'est ça mon problème. En fait, pourquoi aller rajouter une couche sur un système qui est mal conçu? Est-ce qu'il n'y a pas le risque du château de cartes? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux d'abord consolider les premiers étages, c'est-à-dire avoir une taxation des revenus qui est bien faite, c'est-à-dire où tous les revenus, où tout le rendement du patrimoine est taxé? Et quand je dis rendement, c'est revenu et plus-value. Autre point qu'il faut avoir à l'esprit. En fait, un impôt sur le patrimoine, il pèse d'autant moins que le rendement est élevé. Vous faites un impôt du patrimoine au taux de 1%. Si le patrimoine globalement rapporte 2%, c'est comme si vous taxiez les revenus à 50%. Si le patrimoine rapporte du 10%,
C'est comme si vous taxiez à 10%. Or, le rendement du patrimoine augmente avec le patrimoine. Ça veut dire qu'un impôt sur le patrimoine qui est à un seul taux, en fait, il va peser beaucoup plus sur le bas de l'échelle des patrimoines que sur le haut de l'échelle des patrimoines. Ça veut dire qu'en fait, pour moi, si on rentre dans une taxation du patrimoine, il faut une tranche non imposée relativement large. Alors, ça, en fait, ça servait à dire qu'on peut taxer, ça revient à dire on fait un impôt sur les grandes fortunes. La question n'est pas que de la sémantique. L'autre chose qui me dérange dans le combat, enfin dans tout le discours pour l'impôt sur les grandes fortunes ou pas, j'ai vu un jour un sondage dans le soir qui était très instructif. On avait interrogé les gens au bon moment, c'est-à-dire avant un contrôle budgétaire où on cherchait beaucoup d'argent pour équilibrer un budget. On leur avait proposé différentes options. Il y avait une hausse de 1 point de la TVA, il y avait l'impôt sur les grandes fortunes. Il y avait un rejet massif de la hausse de 1 point du taux de TVA, donc passer de 21 à 22, et une approbation massive de l'impôt sur les grandes fortunes. Alors, il y a deux façons de comprendre ça. La première, c'est qu'il y a en Belgique un très large support pour les politiques de redistribution. La deuxième, c'est que le Belge adore les impôts qui sont payés par les autres. Et moi, je crois que la bonne version, c'est la deuxième. Dire que on va taxer les grandes fortunes, moi, ce qui me dérange un peu dans c'est quand on a un système en Belgique où on a des prélèvements qui pèsent 45% du produit intérieur brut, si on veut garder ça, et là-dedans, il y a 30% qui financent la protection sociale. Si on veut garder ça, il faut un véritable consensus solide sur les politiques de redistribution. Et dire on va prendre l'argent là chez les autres, c'est un peu court par rapport au large consensus dont on a besoin pour asseoir une politique de redistribution. Ceci dit, si on fait une imposition du patrimoine, avec la réserve que je vous ai dit qu'il faudrait peut-être d'abord consolider les premiers étages de la maison, il faut une tranche non imposée, pour moi c'est clair. Et comme il y a de facto une moitié de la population dont le niveau de patrimoine est faible et serait en dessous d'une tranche non imposée raisonnable, ça reviendrait effectivement à taxer les gros patrimoines. Ça reviendrait à ça. Mais je crois qu'il faut être attentif au piège de l'appellation qui fait croire qu'on peut résoudre les problèmes en taxant l'autre. Voilà, pour ces deux points-là. Merci beaucoup. Effectivement, il n'y avait pas de fromage ni de gâteau, mais c'était très compréhensible. Merci beaucoup. Daniel, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette partie? Donc, cette partie, c'était les arguments pour ou contre une imposition du patrimoine, et en particulier des grands patrimoines, ce qu'on appelle par exemple en France l'impôt sur la fortune. J'ai bien aimé ce que tu as dit, Christian, par rapport au fait qu'il faut consolider les étages inférieurs de la maison avant, évidemment, de construire un étage supplémentaire. Et ça peut très bien illustrer par l'impôt sur la fortune en France, et puis Ketty l'a rappelé lorsqu'il a été auditionné à la commission des finances de la Chambre dernièrement, l'impôt sur la fortune en France a rapporté très 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 peu, entre autres parce qu'il était sur une base déclarative, donc les gens déclaraient un peu n'importe quoi, et il n'y avait pas vraiment un contrôle systématique de l'administration fiscale en France sur la véracité des éléments déclarés. Donc, si on veut vraiment, en effet, chez nous, établir ce genre de choses, il faut d'abord une administration qui est vraiment prête et donc avec des services adéquats pour contrôler la véracité des informations données par les contribuables. Et on en est loin. Il faut évidemment aussi qu'on puisse avoir accès très facilement au point de contact central de la Banque nationale, donc le point de contact central des comptes bancaires. Alors actuellement, il faut avoir une suspicion de fraude fiscale pour qu'un contrôleur, avec l'autorisation de ses chefs, puisse avoir accès à ce point de contact. Donc il y a toute une série de choses à mettre en place, plus un cadastre des fortunes, si on veut évidemment aussi avoir une base équilibrée pour calculer l'assiette imposable à cet impôt. Il y a juste un cadastre immobilier, mais qui est loin d'être à jour. Et évidemment, il n'y a pas de cadastre de fortune mobilière en Belgique. Donc là, je te rejoins un peu. En effet, il y a pas mal de choses à faire. Et notamment, ce que l'on préconise depuis très longtemps au niveau du réseau pour la justice fiscale, c'est la taxation des plus-values. La Belgique est un peu l'exception
l'exception dans le fait que les plus-values ne sont pas taxées. Bon, qu'on détaxe les moins-values, ça semblerait équitable, évidemment, mais bon, à long terme, on voit bien que les cours de bourse sont en hausse constante. Au niveau d'un impôt, donc, alors sur la fortune, avec les réserves évidemment émises sur le fait qu'il faut évidemment un moyen de contrôler si on met en place un tel impôt, c'est vrai, nous sommes favorables à un impôt progressif. Ça veut dire on ne va pas taxer les toutes petites fortunes et évidemment le montant, le pourcentage de taxation de ce stock de fortune doit évoluer en fonction, évidemment, on ne va pas taxer un millionnaire comme un milliardaire, etc. Donc ça, c'est clair qu'il faut faire ça. Alors, en faveur de la taxation des plus fortunés, évidemment, comme tu l'as dit aussi tout à l'heure, il n'y a pas qu'un repère de gauchistes, puisque notamment Christine Lagarde, ex-présidente du Fonds monétaire international, disait aussi qu'en réduisant les impôts des riches, les gouvernements risquent de saper la croissance. Et il y a toute une série d'instances, comme tu as dit, qui remarquent en effet que la taxation est déséquilibrée entre la taxation des revenus professionnels d'une part, et d'autre part la taxation des revenus mobiliers et immobiliers et la taxation surtout donc également donc, du stock de l'impôt sur la fortune. Donc il y a des choses à faire pour équilibrer, mais ce qu'on fait souvent en Belgique, c'est qu'on vote des lois et puis après on ne se donne pas les moyens de voir comment est-ce qu'on va les mettre en application, quels moyens l'administration, par exemple la Cour des comptes a fait toute une série d'analyses très intéressantes sur le fonctionnement du SPF Finance, dans quelle mesure tout ça a été mis en application réellement ou pas. Il y a une commission d'enquête il y a très longtemps sur les grands dossiers de fraude fiscale, une partie seulement des recommandations votées à l'unanimité des partis démocratiques par la Chambre, une partie seulement de ces recommandations a été mise en application. Il y a une commission Panama Papers qui s'est je dirais, penchée sur les paradis fiscaux, qui a fait un très très bon boulot également de recherche. Là aussi, une partie seulement est en application. Donc il y a toute une série en effet de choses à mettre en place à partir du moment où on décide de taxer d'une manière plus équitable les revenus du capital et le capital en lui-même. Par contre, il ne faut pas non plus sous-estimer le fait que ce n'est pas en ayant des taux marginaux d'imposition pour les riches très élevés qu'on va tuer l'économie, puisque, pour rappel, après la Seconde Guerre mondiale et déjà avant du temps de Roosevelt, les taux d'imposition pour les plus riches aux États-Unis s'élevaient à 75%, et ce taux était encore de 70% en 1970 pour les plus riches. Hein. Et comme l'a fait remarquer donc Thomas Piketty, ça n'a pas tué le capitalisme. Une autre remarque encore, c'est qu'au niveau, donc, statistiquement parlant, selon donc, un rapport sur la richesse mondiale qui a été publié par Capgemini, en Belgique, la Belgique comptait en 2019 plus de 132 000 millionnaires en dollars. 132 000 personnes en Belgique disposent d'1 million de dollars d'actifs investissables. Ça veut dire voilà, des patrimoines mobiliers essentiellement. Donc, il y a des choses à faire à ce niveau-là. Et je dirais en plus que la crise actuelle, tout le monde n'est pas frappé de la même manière. Les inégalités ont encore augmenté. Donc, c'est sûr qu'un signal qui serait quand même bien ressenti par la population, c'est qu'on lutte contre les inégalités économiques d'une manière efficace, mais avec toutes je dirais, les remarques et les conditions qui ont été déjà avancées par Christian Valenduc avant moi. Voilà, voilà en gros. Je vais pas juste, être plus long. réagir par rapport à ce qui a été dit sur le caractère politique finalement, le fait qu'on parle d'un contrat social et qu'il est question de l'acceptabilité de l'impôt par tous. Et sur ce point, je voudrais montrer le résultat d'une étude qui a été faite avant la crise du Covid. Donc à la question de savoir s'il serait souhaitable de taxer moins les revenus du travail, en particulier ceux des plus faibles revenus, et taxer davantage les revenus du capital, même si le terme revenu du capital n'est pas celui qu'on a utilisé ici, on comprend qu'on parle des revenus du patrimoine et donc revenus du patrimoine qui sont passés du travail. La pollution environnementale et les très hauts revenus, on a quand même un résultat assez impressionnant. On a quand même une écrasante majorité de la population qui aimerait
plus taxer les hauts revenus et la pollution environnementale, les revenus du capital. Et malgré ça, on voit que ce n'est pas le cas en Belgique, que le terme de... Le fait que Christian indique que les termes sont importants et que parler de fortune, taxation de la fortune, des riches, etc., c'est quelque chose qui choque. Et pourtant, il y a quand même une écrasante majorité de la population qui, sur le fond, y est favorable. Donc, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est avec toutes les incertitudes qu'on a on a compris qu'on n'avait pas un cadastre très fiable des patrimoines, on a compris que la fiscalité déjà sur les revenus n'était pas non plus très satisfaisante et que du coup c'était compliqué de rajouter un étage au-dessus de la maison. Mais malgré tout ça, en termes de justice fiscale, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas taxer ceux qui ont plus d'argent en gros? C'est un peu la question de base. Et je pense qu'avec le Covid, les inégalités s'accroissent encore plus. La crise économique, en fait, on ne fait que voir le bout, la face immergée de l'iceberg, parce qu'elle va arriver, en fait, peut-être dans l'année ou l'année prochaine, petit à petit, quand les aides de l'État vont être enlevées. Et du coup, sans doute que la population sera d'autant plus favorable à une taxation des hauts revenus. Donc, qu'est-ce qui empêche ça, finalement? S'il y a un consensus politique tellement fort, qu'est-ce qui nous empêche de taxer les hauts revenus? Donc ça, c'est une question que je voudrais poser d'abord à Christian et puis à Daniel dans un deuxième temps. Alors, je vais rester sur le slide qui est là d'abord. Ouais. Parce qu'il me rappelle furieusement une déclaration par un secrétaire d'État au budget un peu après la crise financière en 2008, quand il a dit « Il faut taxer les fraudeurs, les spéculateurs et les pollueurs ». Là, j'en ai été scié parce que c'était trois façons de dire « on va taxer les autres et ça va aller mieux ». Parce que les fraudeurs, tout le monde a dit que tout le monde a compris que c'était les gros fraudeurs, et même si en Belgique, il y a des fraudeurs qui sont petits, on se dit, oh, mais ça, c'est la grande fraude. Évidemment, il faut taxer la grande fraude fiscale. Les spéculateurs, ça, c'est par définition les autres, et les pollueurs, on croit toujours que c'est les autres. Ici, la question était quand même posée de manière beaucoup plus habile, mais elle était quand même pas sans ambiguïté. Parce que la question, c'est, est-ce que les gens se rendent vraiment compte? Bon, sur le volet revenu du capital, ok, d'accord. Mais est-ce que les gens se rendent vraiment compte que quand on appliquera le principe pollueur-payeur, ça ne va pas concerner tellement les cheminées d'usine parce qu'il n'y en a plus beaucoup, ça va concerner le transport et les consommations domestiques d'énergie. Est-ce qu'ils se rendent compte de ça? Je n'en suis pas si sûr. Alors, sur les très hauts revenus, là, c'est un truc qui est assez amusant. Vous interrogez quelqu'un et vous lui demandez qu'est-ce que c'est un haut revenu. Moi, j'ai un souvenir très amusant, c'était le chief économiste d'une banque belge pendant les années 90 qui s'est un jour ramené au JT le dernier de la soirée en disant prenons un revenu moyen qu'il a tapé au triple du revenu moyen de la population. En fait, c'est assez simple. Si vous interrogez les gens sur le revenu moyen, si vous demandez aux gens qu'est-ce que c'est le revenu moyen, ils vont vous répondre le revenu moyen des gens qu'ils connaissent. Et donc, quand on dit on va taxer le haut revenu, les gens sont tout de suite pour parce qu'ils considèrent que c'est les gens qui gagnent plus qu'eux. Donc ça, il faut être attentif à ce genre d'histoire. Alors pour revenir à la partie, qu'est-ce qui empêche? Où sont les obstacles? Je crois qu'il y a un premier problème à affronter, dont Daniel a parlé, c'est le problème du secret bancaire. Faut savoir qu'en Belgique, le seul texte légal où le secret bancaire est défini, c'est le Code des impôts sur les revenus, où il y a un article qui dit d'abord l'administration peut demander au débiteur des revenus le montant payé aux bénéficiaires et son identité. C'est comme ça que vous avez des fiches de salaire et des fiches avec vos revenus pour remplir votre déclaration. Puis deux ou un alinéa plus loin ou deux, mais ça Daniel me corrigera parce qu'il a lu le code des impôts beaucoup plus que moi. Il a mis ce truc-là, ça ne s'applique pas aux banques dans les relations avec leurs clients. C'est le seul texte légal qui fonde le secret bancaire. Alors, on aurait voulu dire que le secret bancaire était un moyen pour échapper à l'impôt sur le revenu du capital, que ça aurait été difficile de s'y prendre mieux, je trouve. Alors, j'ai entendu dire très souvent que lever le secret bancaire était une atteinte à la vie privée. Par contre,
qu'un ministre-président de la région wallonne dise qu'on va éplucher les factures des GSM pour repérer les privilégiés qui ont pris des vacances à l'étranger, ça n'est pas une atteinte à la vie privée. Croiser les données de l'ONSS avec des données sur la santé des travailleurs, ça n'est pas une atteinte à la vie privée. Faire tout ce qu'on est en train de faire, tout ce qu'on est en train de faire en termes de mise en commun de données personnelles dans les couloirs du ministère de l'Intérieur, en bypassant l'autorité de protection des données et les règles les plus élémentaires de respect de la vie privée, tout ça, on ne dit rien. Et quand on dit lever le secret bancaire, atteinte à la vie privée. Alors là, je trouve que ça devient quand même un peu gros quand on voit ce qu'on tolère maintenant, qui sont des choses, moi j'estime, du point de vue de notre protection, de notre vie privée à nous, intolérables. Et personne, je rappelle toujours, quand Di Rupo, parce que c'est lui quand même, a dit on va traquer les données personnelles des téléphones portables des gens pour savoir s'ils sont à l'étranger, personne n'a moufté. Moi, j'ai été effrayé de ça. Et par contre, quand on dit on va lever le secret bancaire, atteinte à la vie privée. Donc pour moi, ça n'est pas un obstacle. Je ne dirais pas 5 minutes de courage politique, c'est une formule trop célèbre, il faut peut-être un peu plus que 5 minutes. Alors, il y a un autre obstacle qu'on sort souvent. Charlotte, je peux récupérer le partage? Oui, je peux? Oui. Il y a un autre obstacle qu'on sort souvent, c'est la concurrence fiscale. On dit oui, mais bon, si vous taxez, si on fait un impôt sur la fortune en Belgique, les fortunés iront ailleurs. D'ailleurs, regardez, comptez les Français qui sont à Uccle. Et donc, on va perdre la base taxe. Donc, il y a un problème de concurrence fiscale entre pays, donc attention. Alors, d'où vient cette concurrence fiscale? On dit, oui, mais ce sont des politiques délibérées des États. C'est le résultat des politiques que les États mènent parce qu'ils ont envie de les mener. Moi, ma réponse à ça, c'est ce sont des politiques délibérées ou c'est une absence de politique? Philippe Van Parijs se dit un jour que la réponse à la mondialisation, c'était de dilater la démocratie. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'un certain nombre de débats démocratiques devaient remonter au niveau supranational, dont celui de la taxation des patrimoines. Alors, il paraît que la concurrence fiscale, c'est-à-dire chaque État qui décide dans son coin en regardant ce que fait son voisin, il paraît que c'est le maintien de la souveraineté. J'ai lu un jour un papier très intéressant sur la concurrence fiscale. Enfin, c'était un papier dont le titre était très intéressant, le papier aussi, mais le titre particulièrement. C'était sur la concurrence fiscale à l'impôt des sociétés. Traduit en français, parce qu'il est en anglais, le titre de l'article, c'est « Est-ce que nos taux d'imposition ne sont pas fixés à Varsovie ?» Parce que décider de ces taux d'imposition sous la contrainte de ce que font les voisins, ce n'est pas la souveraineté, c'est l'abandon de la souveraineté. Alors c'est bien la concurrence fiscale, c'est qu'elle est défendue par le libéralisme, mais il y a beaucoup d'économistes qui vous expliquent qu'elle est contraire à une affectation efficace des ressources par le marché. Si j'avais 10 minutes de plus, je développerais pendant 10 minutes, mais je ne les ai pas. Autre point important, il faut distinguer le déplacement du patrimoine et le déplacement du contribuable. Le déplacement du patrimoine, c'est les Belges qui ont des comptes en Suisse ou ailleurs dans certains autres paradis fiscaux, mais qui résident toujours en Belgique et qui se basent sur le fait que là-bas, c'est secret et c'est bien à l'abri, on n'en saura jamais rien. Ça peut être neutralisé par l'échange d'informations au niveau mondial. Il y a quand même eu des progrès très importants dans l'échange d'informations au niveau mondial menés par l'OCDE. Ça, c'est le cas du déplacement du patrimoine. S'il y a le déplacement du contribuable, la seule réponse, c'est faire comme les Américains qui taxent sur base de la nationalité, mais il faut avoir les moyens pour ça. Les États-Unis les ont. Je ne suis pas sûr que la Belgique puisse se considérer comme le gendarme du monde au même titre que les États-Unis qui se sont arrogés le droit de suivre leurs citoyens partout sur la planète pour les taxer suivant la législation américaine. Quand on voit le nombre de choses qu'on n'est pas capable de faire sur la taxation du patrimoine, je trouve que ça, c'est un peu comme si je mettais la barre à 4 mètres pour faire du saut en hauteur. C'est un peu haut. Exit tax, une solution, mais ça, c'est un peu technique. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Dernier point sur l'impact
de l'argument du type concurrence fiscale. Si on taxe le patrimoine, ben, le patrimoine va partir. Il faut distinguer fondamentalement les anecdotes des conclusions des études empiriques sérieuses. Les anecdotes, c'est les Français qui vivent à Urge. Bon, dans un tout autre domaine, moi j'ai assisté à des réunions de groupes intercabinets, j'en ai connu beaucoup dans ma carrière quand même, où on me parlait du parking du supermarché d'Auchan à Lille. Pour dire, attention, il ne faut pas relever les accises en Belgique sur certains produits, parce que tous les Belges vont aller acheter à Lille. Si vous relevez les accises sur le tabac, ils vont aller acheter leur tabac en France. D'ailleurs, quand nous, on les relève, quand les Français les relèvent, les Français viennent acheter chez nous. Ça, c'est des anecdotes. Et franchement, le parking du supermarché d'Auchan à Lille, qu'est-ce qui pèse par rapport à la base taxable de la TVA? Rien, ou presque. C'est-à-dire que les anecdotes pour le patrimoine, ouais, c'est les Français qui vivent avec. OK. Et subsidiairement, tous ceux que nous applaudissons quand ils gagnent au tennis, au cyclisme, etc., et qui vivent stoïquement à l'étroit sous le rocher de Monaco. Ça, c'est les anecdotes. Les études empiriques sur l'exode fiscal, qu'est-ce qu'elles disent? Il y en a quand même eu quelques-unes en France. Je ne sais pas si Piketty les a citées, mais il y en a quand même eu quelques-unes en France qui montrent que l'impact de l'exode fiscal en termes macroéconomiques, globalement, il est quand même très limité. Donc, l'impact de la concurrence fiscale, on se calme. Et on se calme d'autant plus que, je l'ai mentionné là-bas, il y a quand même une orientation politique assez claire au niveau OCDE et G20 pour mettre les paradis fiscaux au pas. Loin de moi l'idée de dire qu'on a tout réussi. Hein. Mais l'époque où on se vantait d'être paradis fiscal, elle est révolue. Hein. Dans les premières réunions de l'OCDE sur la lutte contre les paradis fiscaux, on les avait invités à venir exposer leurs arguments. Alors j'ai gardé un très bon souvenir de la discussion avec le Liechtenstein, qui, quand on leur a demandé s'ils avaient des observations, ils ont répondu, et en allemand ça paraissait encore plus catégorique, que c'était un paradis fiscal, qu'on avait tout à fait raison de le dire, et qu'ils en étaient fiers, et qu'ils n'avaient pas l'intention de changer. Maintenant, je crois qu'il n'y a plus beaucoup de paradis fiscaux qui oseraient tenir ce discours-là devant une réunion de l'OCDE ou du cadre inclusif OCDE G20. Et l'échange d'informations a fait des progrès. Donc je crois qu'on est nettement mieux outillé que 20-25 ans avant pour lutter contre ce type de concurrence fiscale. Et je reviens au mon premier point, la levée du secret bancaire. On est quand même dans une situation hyper paradoxale. L'administration fiscale en sait plus sur les revenus qui viennent de l'étranger, les revenus financiers qui viennent de l'étranger, que sur le revenu financier des placements faits en Belgique. Alors ça, c'est quand même un sommaire, je trouve. Merci beaucoup pour cette réponse complète. C'est dommage, il aurait fallu donner ce conseil-là à M. Macron quand il a décidé de réformer, voire complètement supprimer l'impôt sur la fortune au motif que, oui, l'anecdote d'Uccle, en fait, je crois que c'était un peu ça son motif. Trop tard, maintenant c'est changé, voilà. Daniel, qu'est-ce que... Oui, je donnerais une explication aussi au niveau de la politique belge. D'abord, la majorité des partis flamands, en tout cas l'Open VLD, l'ANVA, le CDNV, sont tout à fait hostiles à une imposition des grandes fortunes, c'est très clair. Ce n'est pas tout à fait le cas du côté francophone. Là, il y a plutôt une majorité politique pour. Donc, on est là quand même dans un pays où la majorité de la population est en Flandre, que dans le top 10 des milliardaires, 8 sont flamands, et que aussi les partis, on va dire, du centre et de la droite, donc le NVA, le CDNV, l'Open VLD, ils visent tous, enfin, ils se battent pour conquérir un électorat de la classe moyenne et également de la classe moyenne supérieure. Surtout. Comment ? Surtout supérieur. Supérieur, voilà, oui, surtout supérieur. Et donc, moi, mon analyse, c'est de dire, en essayant donc de conquérir cet électorat,
donc de personnes qui ont une ville à 4 façades, qui ont évidemment une voiture de société, qui disposent d'une économie quand même plus ou moins importante. On ne va pas les effrayer avec ça, même si on fait un impôt sur les fortunes supérieures à 10 millions d'euros, par exemple, et qui serait donc quand même pas majoritairement sur cet électorat, mais n'empêche qu'on ne va pas trop les effrayer. Donc, politiquement, en Belgique, ça paraît difficile d'arriver à cela. Alors, évidemment, il y a la justification toujours de l'anecdote du milliardaire ou du millionnaire français, peu importe qui vient s'installer pour fuir l'impôt sur la fortune. Là, il y a quand même des études qui ont été faites, notamment, je crois, à l'époque par des auditions au Sénat français. 1% seulement des redevables à l'impôt sur la fortune français ont quitté le pays. Mais on n'a jamais, ça on a chiffré 1%, mais on n'a jamais chiffré les retours. Donc c'est quand même un drôle de calcul. On chiffre les départs, on ne chiffre pas les retours. Et en plus, pourquoi il y a des retours? Notamment le fait que des personnes partent avec leurs enfants en bas âge, par exemple au Royaume-Uni, puis ces enfants sont en âge d'entrer à l'université. On se rend compte que les unis sont quand même beaucoup plus chers au Royaume-Uni qu'en France. Et donc, retour, et de nouveau, on est redevable d'impôt sur la fortune. Donc, c'est clair que les justifications, les anecdotes que notamment que les libéraux nous ramassent toujours pour dire ça ne rapportera rien, regardez la France. Ben oui, d'abord, il faut pas comparer les pommes et les poires. En plus, il faut évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, se donner les moyens de contrôler et évidemment, dans un premier temps, enlever le secret bancaire, évidemment, sur comment les revenus mobiliers qui sont en Belgique, puisque là, il n'y a pas de secret bancaire. Enfin, au niveau de l'échange d'informations financières, les montants de revenus mobiliers qui sont touchés donc, à l'étranger, eux, on les connaît, il y a l'échange d'informations. Donc, en fait, au niveau politique, c'est une question de volonté politique, avant tout. Et puis aussi la justification de dire que la fameuse théorie du ruissellement. Donc ça veut dire que si les riches ont plus d'épargne, évidemment ils vont investir, et s'ils investissent, ça veut donc dire qu'ils vont créer de l'emploi. Donc tout le monde va en profiter. Bon, cette théorie du ruissellement, je ne vais pas développer, mais c'est un leurre. Elle ne se vérifie absolument pas dans les faits. Donc c'est un moyen pour les partis de justifier leur politique, mais pour moi, elle est tout à fait injustifiable. Évidemment, pourquoi les politiques ne prendraient pas des mesures qui sont approuvées par la majorité de la population? Je crois que c'est un exemple parmi d'autres, mais si le gouvernement faisait ce que les concitoyens souhaitaient ardemment, je crois que ça se saurait. Et donc, ce n'est pas toujours le cas, évidemment. Donc, il y a quand même donc, il y a je dirais, des obstacles idéologiques, des obstacles de politique belge, bon, les partis tels qu'ils sont. Et donc, rien n'est acquis. On peut évidemment revenir en arrière sur pas mal de choses. On peut en tout cas aller plutôt de l'avant pour taxer réellement un peu plus justement les patrimoines et les revenus financiers. Mais voilà, il faut convaincre les partis politiques, surtout du centre et de droite. C'est là qu'on a... Mais on va les convaincre, je ne sais pas comment. Peut-être que dans les questions, il y a des gens qui vont avoir des observations et des remarques intéressantes à dire. Mais en tout cas, depuis qu'on développe ces idées, qu'on essaye de faire de l'éducation permanente sur ces matières, on est évidemment écouté par, je ne dirais pas le public qu'on touche, mais ici, le problème, c'est de toucher les décideurs qui sont quand même, on peut dire ce qu'on veut, proches des milieux d'affaires pour certains, et donc, où je dirais un banquier est beaucoup plus évidemment écouté par un ministre des Finances que la responsable du réseau wallon de lutte contre la pauvreté, je ne sais pas qui d'autre. Donc c'est clair que tout le monde n'a pas, une voix n'est pas égale à une voix. Hein, pour résumer, une voix n'est pas égale à une voix, et la voix d'un milliardaire, fatalement, elle pèse beaucoup plus. Merci pour cette transition, parce que justement, on va prendre un peu les questions de la salle. Moi, je note que ce qui revient dans vos propos, je ne vais pas faire de résumé des aspects techniques, puisque j'ai trop peur de dire des bêtises, mais je note qu'il y a quand même un gros problème de démocratie, en fait. Un gros problème de transformer l'essai entre ce que pensent les citoyens et ce qu'ils souhaiteraient, dans leur majorité, et ce qui se passe réellement. Et je note que vous avez tous les deux indiqué que le patrimoine, ce n'est pas juste une donnée statistique, c'est aussi quelque chose qui donne du pouvoir.
Et ça, je pense que c'est un élément très important. Donc, Christian voudrait réagir, je crois, avant qu'on Oui. les questions du public. Et j'en profite juste pour redire que, pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, que vous pouvez écrire vos questions à n'importe quel moment, que ce soit sur Zoom ou sur Facebook. Et je vais les prendre maintenant. Elles ne sont pas du tout oubliées. Elles sont agrégées et on va essayer d'y répondre maintenant. Christian. Oui, mais pendant que tu collectes, juste après par rapport à ce que Daniel a dit, le CDNV est pour la taxation des plus-values. Oui. Dans la discussion qu'on avait eue au Conseil supérieur des finances, dans le rapport de 2014, le CDNV était pour la taxation des plus-values et assez paradoxalement, un célèbre fiscaliste très proche du VLD était aussi d'accord. Et si on retourne au rapport du Conseil supérieur des finances de 2014, il y a consensus dans le rapport sur la taxation des plus-values. Et pendant, je ne sais pas si vous vous rappelez que les discussions sur la réforme de l'impôt des sociétés du gouvernement précédent, la suédoise, ont duré très longtemps, plus que 541 jours, ce qui est toujours le seuil constitue comme le seuil de la crise la plus longue en Belgique. Et la raison du blocage, c'est que le CDNV voulait imposer une taxation des plus-values comme contrepartie de la réforme de l'impôt des sociétés prônée par la NVA. Donc de ce côté-là, c'est juste un peu moins monolithique. Je veux dire, le bloc NVA, VLD, CDNV se fissure un peu quand on arrive à la taxation des plus-values. Pour le reste, je ne sais pas si vous vous rappelez du niveau auquel Maggie de Bloch avait mis la classe moyenne supérieure. Je me suis senti très pauvre, moi, ce jour-là. Oui, juste en effet, tout à fait d'accord. Quand j'ai parlé des 3 partis flamands, c'était surtout par rapport à un impôt sur la fortune en Belgique. Oui, par rapport aux plus-values, tu as raison. Également, le CDH, enfin, qui ne représente plus grand-chose, le CDH également est également favorable à la taxation donc, des plus-values. Mais voilà, n'empêche qu'on n'arrive quand même pas à une majorité là-dessus. Et tu as raison. Et là, c'est une anomalie, puisqu'on est le seul pays à ne pas taxer ce genre donc, de revenus. Et ça n'avance quand même pas. C'est-à-dire que politiquement, il y aurait potentiellement une ouverture pour ça. Ça donne quand même un peu d'espoir pour ceux qui se battent pour la justice fiscale. Donc ça, on note tous dans nos calepins de se battre pour qu'il y ait au moins une taxation sur les plus-values. Alors, il y avait quelques questions. Bon, il y a certaines questions auxquelles vous avez déjà répondu dans le fil de la discussion. Mais il y a des questions notamment sur la concurrence fiscale et la question de savoir si le niveau belge est le niveau pertinent ou s'il ne faut pas agir au niveau européen. On se retrouve toujours avec cette question un peu de blocage institutionnel. Je pense que ça rejoint un peu ce que disait Christian sur le fait qu'on s'est mis dans une situation d'abandon de souveraineté où c'est facile pour les politiciens de se laver les mains en disant « Ah, mais on n'a pas les leviers, c'est au niveau européen ». Et puis au niveau européen, on dit « Ah, ben, il faut une unanimité ». Et puis, comme par hasard, les paradis fiscaux bloquent. Enfin, on se retrouve souvent avec cette question qui est en fait très déprimante. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cet aspect voilà, est-ce que l'échelon belge est pertinent? Est-ce que l'échelon européen? Qu'est-ce qu'on peut faire sur ça? Je ne sais pas qui de vous deux veut répondre. Moi, je veux bien répondre. En fait, je crois que l'échelon européen, maintenant, c'est une opportunité, c'est plus un obstacle. C'était un obstacle dans le contexte de la fin des années 90. Pendant la fin des années 90, j'ai écrit un article dont je me souviens qu'un des sous-titres à propos de la taxation de l'épargne était « La fiscalité de l'épargne est coincée entre l'Europe et les lobbies ». Parce que, effectivement, dans le contexte d'imposition à la source qu'il y avait alors, sans échange d'informations, la concurrence fiscale était un problème. Maintenant, je l'ai mentionné tantôt, on se retrouve dans la situation paradoxale où l'administration fiscale en sait plus sur les revenus qui viennent de l'étranger que sur les revenus qui viennent des placements faits à l'intérieur du pays. On a mis au point un système d'échange d'informations automatique à un niveau très large, au niveau mondial, qui couvre énormément de pays. Il ne couvre pas tout, je ne vais pas exagérer, mais il couvre pour le financier, il couvre une bonne partie, et il y a quand même pression politique pour l'étendre. Ça veut dire que, bon, en clair, rien
enfin, d'abord, juridiquement, rien n'empêche la Belgique de le faire, seule, c'est sûr, et pratiquement, ce qui était des obstacles à la fin des années 90, ça n'existe plus maintenant parce que l'échange d'informations existe en fait. Il faut évidemment que l'administration fiscale belge soit outillée pour recueillir, pour traiter toutes les données qu'elle reçoit des places, les données qui sont la contrepartie des placements que les Belges ont fait dans d'autres pays. Ça, ça c'est une question d'efficacité de l'administration fiscale, mais sur le plan concrètement, le, la Belgique peut y aller toute seule. Pour compléter, cet échange automatique d'informations, au départ, c'était une revendication du réseau Tax Justice Network, donc le réseau pour la justice fiscale au niveau européen, qui est basé en Angleterre. Et en fait, comment ça s'est fait que tout doucement ce genre de dossier a avancé, mais notamment avec tous les leaks, donc toutes les divulgations d'informations par le réseau international des journalistes d'investigation, toutes ces révélations qui sont parues dans la presse, des scandales à répétition, hein, Panama Papers, Offshore Leaks, etc. Tous ces leaks ont poussé le politique à faire ce qu'il ne faisait pas avant, donc d'avancer sur la transparence. Ça, c'est une chose. Donc, le travail des journalistes, je crois qu'il faut le reconnaître. Le travail également des associations comme les nôtres, mais qui ont eu quand même moins d'impact, mais qui est complémentaire, évidemment, à ce travail d'investigation. La concurrence fiscale, ben oui, c'est un fléau qui pèse sur les finances publiques de tous les pays, de tous les États. Et à part les multinationales et les grosses fortunes, ben, tout le monde est perdant dans cette course, évidemment, à l'impôt zéro. Dans l'Union, la fiscalité directe en matière de revenus est une matière qui reste de compétence nationale. Et si on veut harmoniser, par exemple, l'impôt des sociétés, il y a longtemps qu'on parle de tout ça, enfin, que les États, avec la base commune consolidée à l'impôt des sociétés, je dévie un peu du sujet, mais c'est pour dire qu'au niveau européen, des choses essaient, des choses avancent un petit peu. Donc, on essaie d'harmoniser avec cette base commune consolidée, mais on n'y arrive pas tellement parce qu'il faut l'unanimité en matière fiscale. Et une piste qui a été avancée par Thomas Piketty, c'est que, afin d'avancer vers cette harmonisation et donc lutter contre le dumping fiscal, on pourrait conclure des accords entre certains pays volontaires, donc européens, dans le cadre de la coopération renforcée. Il y a donc des pistes. Ça ne se fait pas encore, mais je crois qu'avec la coopération renforcée, certains États volontaires, je pense notamment à la République fédérale allemande et à la France, et qui pourraient être suivis par d'autres pays, je crois s'il y avait une volonté des grands États européens d'harmoniser, enfin d'avancer vers une harmonisation, notamment de l'impôt des sociétés, on pourrait arrêter tout doucement cette course au dumping fiscal qui fait évidemment des dégâts partout. Et qu'est-ce qui paye? Ben, c'est le travailleur, c'est le contribuable moyen qui doit payer le fait que les impôts, notamment l'impôt des sociétés, ne rentrent pas comme ils devaient rentrer. On voit, je suis désolée, je vais devoir passer à d'autres questions parce qu'il y a beaucoup Oui, de gens qui ont posé des questions et les pauvres, ils doivent attendre leur réponse. oui, Il y a pas mal de questions sur, justement sur les paradis fiscaux, la plaie des paradis fiscaux, la plaie de, bon, c'est un petit peu différent, mais de la concurrence fiscale. Comment faire pour éviter, pour éradiquer les paradis fiscaux? Bien sûr, on n'a pas la solution, et même dans l'Union européenne, malgré le fait qu'il y a des choses qui ont avancé, on a toujours des paradis fiscaux, et puis quelque part, on est toujours le paradis fiscal d'un autre. Et si on s'arrange bien, entre la Belgique et les Pays-Bas, il paraît qu'il y a des arrangements très pratiques pour arriver enfin, en gros, que c'est un bon pulse, quoi. Les Pays-Bas plus la Belgique ensemble, ça fonctionne assez bien pour évader son patrimoine. Donc, tout ça est un petit peu déprimant, mais je note le côté positif quand même que finalement rien n'empêche la Belgique de faire certaines choses, et que ce que vous avez indiqué tous les deux, que les études empiriques montrent que quand il y a un impôt sur la fortune tel que celui que la France avait jusqu'à il y a encore pas si longtemps, finalement il n'y a pas tant de pertes, il n'y a pas tant de gens qui s'en vont. Et du coup, là, je voudrais poser une question concrètement sur s'il y avait un impôt sur la fortune en Belgique, parce que c'était un peu la question de base de notre soirée ce soir. Si on avait un impôt sur le grand patrimoine ou sur la fortune, enfin, est-ce qu'il y a des évaluations qui existent du rendement qu'on pourrait en attendre, de comment est-ce qu'on pourrait le calculer? Est-ce que ce serait le premier décile? Je ne sais pas comment il faudrait que ça fonctionne.
Et je pose cette question dans le contexte de la dette Covid parce que on sait que la dette augmente beaucoup. On parle beaucoup de la dette publique en Belgique, mais là, bon, c'est devenu abyssal. Donc, il y a bien un moment où il va falloir faire quelque chose de cette dette. Non pas qu'un impôt sur les fortunes soit le seul moyen de résoudre ce problème, mais on a vu que certains pays avaient mis en place des impôts sur la fortune spéciales anti-Covid, entre guillemets, que ce soit temporaire ou permanent, notamment en Amérique latine. Donc voilà, est-ce qu'il y a des choses un peu concrètes sur ça, sur l'impôt sur la fortune? Est-ce que ça marcherait? Combien on pourrait avoir? Est-ce qu'on a bien compris que la taxation sur les comptes titres, clairement, ça ne ferait pas l'affaire? Est-ce qu'il y a l'un de vous deux qui voudrait nous éclairer sur ce point? Ma question a été un peu longue, je suis désolée. Il y a eu un jour une évaluation de ce que rapporterait un impôt sur la fortune qui avait été faite par la Cour des comptes, parce qu'il y avait une proposition de loi et la Cour des comptes devait faire l'évaluation et elle l'a fait. J'ai plus les chiffres en tête. Il s'était basé sur sur l'enquête faite par les banques centrales, dont l'enquête que j'ai utilisée dans les camemberts, bâtons de chocolat et autres de la première partie. Donc il y a une évaluation qui a été faite parce qu'il y avait une proposition de loi. Je n'ai plus les montants en tête, mais bon, ceci dit, euh, euh, il faut pas, il faut être réaliste, hein. Un impôt sur la fortune en Belgique ne rapportera pas 10-15-20 milliards à partir du moment où il y a une exonération, une tranche exonérée d'un certain niveau, parce que bon, les riches, ça fait tout de suite des gros chiffres, mais il ne faut pas oublier que la particularité des riches, c'est qu'ils ne sont pas nombreux, et des très riches, c'est qu'ils sont très peu nombreux. Euh, euh, Ça, c'est, alors, par rapport à la, la, le lien avec l'endettement du Covid, bon, je crois qu'il faut quand même relativiser les choses du côté endettement du Covid. La Belgique est en train va se faire en 2020 le déficit budgétaire le plus élevé de son histoire, sans doute, bien qu'on ne passera peut-être pas les sommets, si je puis dire, du début de la fin des années 70, début des années 80, mais la Belgique emprunte à taux négatif. Au début des années 80, la charge d'intérêt de la dette publique en Belgique, c'était 13% du produit intérieur brut, c'est-à-dire l'équivalent du rendement de l'impôt sur le revenu aujourd'hui. Maintenant, la charge d'intérêt de la dette publique, c'est 1 à 2 points de PIB, pas plus. Donc, les intérêts ne pèsent pas lourd dans le contexte actuel. Et bon, OK, la Belgique a emprunté, un jour les emprunts viendront à échéance, mais tous les États, qu'est-ce qu'ils font quand ils doivent rembourser les emprunts? Ben, ils empruntent. Et tant qu'ils ont une bonne signature, ça ne pose pas de problème. C'est-à-dire que bon, il y a quand même plus d'un économiste de renom, dont en tête Olivier Blanchard, qui est l'ancien chief économiste du Fonds monétaire international, qui ont dit, mais il n'y a pas de raison. Où est le problème de l'endettement des États dans la configuration d'aujourd'hui avec des taux d'intérêt qui sont négatifs? Ça veut dire que pour moi, c'est pas la charge d'intérêt, c'est pas un problème majeur tant que les taux restent bas. Un jour, ils vont remonter. OK, d'accord. Un jour, ils vont remonter. À mon avis, pas de sitôt. On en a quand même pour 4-5 ans à taux d'intérêt bas. Et toute la question, à mon avis, ce qui compte, ce n'est pas le montant absolu de la dette. Je ne vais pas me lancer dans un cours sur l'effet boule de neige quand il reste 5 minutes. Mais ce qui compte, c'est deux choses. C'est le rapport de la dette au produit intérieur brut. Et c'est là que vous pouvez faire descendre en faisant monter le produit intérieur brut. C'est-à-dire que plus la relance sera vigoureuse, plus le ratio va fondre. Et une des conditions pour avoir une relance vigoureuse, c'est de ne pas faire d'austérité trop vite. Et l'autre paramètre qui importe, et on retombe de nouveau sur la même problématique, c'est le rapport entre le taux d'intérêt, enfin, c'est pas le rapport, c'est la différence, pour être tout à fait précis, entre le taux de croissance du produit intérieur brut et le taux d'intérêt. Donc, ça renvoie à la même problématique. Une bonne sortie de crise, c'est-à-dire une sortie qui n'est pas entravée par des politiques d'austérité, comme l'a été la sortie de crise des années 2007-2008, allègera le fardeau de la dette. Le seul petit problème, c'est que le choc du vieillissement devient de plus en plus proche et qu'il aurait mieux fallu que la dette publique soit basse, soit beaucoup plus bas au moment où le choc du vieillissement va se faire sentir. Là, effectivement, il y a un problème. Mais bon, pour des pays comme la Belgique, je crois qu'il faut relativiser le problème de la dette Covid. Maintenant, en tout cas.
Ce n'est pas un argument pour faire une politique d'austérité en 2021 ni en 2022, pour être clair. Oui, moi je suis français, je regarde un peu ce qui se passe dans mon pays et c'est marrant, c'est pas ce que dit Bruno Le Maire. Il est très inquiet de la dette et il veut refaire une cure d'austérité. Je pense qu'il faut vraiment aller parler au gouvernement français. Ils ont besoin de conseils. Je ne vais pas trop taper sur les Français, mais je comprends un peu Bruno Le Maire parce que les Français ont une particularité, c'est de ne jamais savoir faire d'économie. Disons que dans la cigale et la fourmi, ils sont toujours du même côté. La France a montré sur les 20 dernières années une inaptitude à se désendetter, si je peux dire. Donc, je comprends un peu le scepticisme de Bruno Le Maire. Je ne l'approuve pas tout à fait. Enfin, quand la France a signé Maastricht, sa dette publique était en dessous de 60% du produit intérieur brut. La Belgique caracolait au-dessus de 100 et on a fini par se rejoindre parce que nous sommes descendus et les Français sont montés. Hein. Donc, c'est vrai que Bruno Le Maire ne tient pas le discours que Olivier Blanchard tient, par exemple. Daniel, une réaction? On va laisser la place aux questions peut-être, hein. S'il y a encore des questions, peut-être. Il y a des questions, effectivement. Alors, il y a une question pour Christian. Oui, j'ai vu sur les assurances groupes. Oui, il y a une question dans Oui. le chat que je peux lire aussi sur l'imposition négative sur les assurances vie. La question, c'est ce que vous avez mentionné dans votre slide. Est-ce que ça comprend les assurances de groupe dans les entreprises? Non, quand j'ai parlé des assurances vie, c'était les assurances vie, c'est-à-dire ce qu'on appelle en termes techniques le troisième pilier du régime des pensions. Le premier, c'est la pension légale. Le deuxième, c'est les assurances groupes, qui sont un mécanisme qui est à côté collectif. Donc, ce sont des systèmes qui concernent l'ensemble du personnel ou une catégorie du personnel. Et dans certains cas, pour les assurances groupes, très intéressant, d'une très petite catégorie du personnel. Ce que j'ai dit concerne l'assurance vie. J'avais fait les mêmes calculs pour l'imposition effective des compagnies d'assurance groupe. C'était pas négatif, c'était positif, mais moins quand même que d'autres placements. C'est-à-dire qu'en fait, pour les assurances vie, le taux d'imposition effective sur l'ensemble de l'opération, il est négatif. Ça veut dire que l'État subsidie les gens qui prennent des assurances vie ou qui investissent dans des épargnes pension. Merci. Je vais peut-être poser une dernière question à Daniel avant qu'on clôture. Comme ça, on sera presque à l'heure. Daniel, il y a eu beaucoup de questions sur l'évasion fiscale et sur la fiabilité des chiffres qu'on peut avoir, du cadastre qu'on peut avoir. Est-ce que vraiment on se base sur des données fiables? Est-ce qu'on a une idée vraiment fiable du patrimoine? Ou est-ce qu'en fait, il y a tellement des fuites d'argent vers les paradis fiscaux qu'en fait, c'est pas très représentatif? Comment faire pour éviter ces fuites d'argent? Je sais que tu travailles beaucoup sur ces sujets-là. Donc, est-ce que tu as un commentaire? C'est des questions assez générales parce qu'on touche à des problématiques énormes. Mais est-ce que tu as un commentaire sur ça, sur le contexte plus général? Comme on l'a dit tout à l'heure, l'existence du secret bancaire fait évidemment qu'on ne peut pas avoir de connaissances réelles du montant des patrimoines. Il y a des études, comme l'a dit tout à l'heure Christian, qui existent, mais en tout cas, l'administration fiscale, elle, n'a absolument pas les moyens de vérifier le patrimoine de chaque contribuable. Donc, on manque quand même d'éléments fiables si on veut faire une étude là-dessus. Deuxième chose, le fait que l'administration elle est très bien outillée pour contrôler les revenus des particuliers, notamment ceux évidemment des salariés et autres. Par contre, elle est beaucoup moins outillée pour lutter contre la grande fraude et notamment des particuliers à haut revenu. Donc là, c'est clair que si on veut n'importe quelle action au niveau de la justice fiscale ne peut être entreprise avec succès que si on se donne les outils, notamment au niveau de l'administration, mais également de la justice, pour contrôler et faire en sorte que l'impôt soit enrôlé d'une manière équitable. L'évasion fiscale, évidemment, notamment là, je prends par exemple l'exemple des compagnies multinationales, puisqu'il y a une sorte de shopping fiscal qui fait que chaque pays essaie d'attirer par différents moyens
ces entreprises, ou en tout cas les comptes de ces entreprises. Ce n'est pas nécessairement l'entreprise qui va avoir son siège, mais en tout cas les bénéfices vont être déplacés avec des écritures comptables dans telle ou telle juridiction où le taux d'imposition ou bien les niches fiscales sont favorables à ces entreprises. Et comme il y a une concurrence, comme on l'a dit tout à l'heure, entre tous ces États, moi, je prendrais peut-être l'idée de Piketty. Si réellement un certain nombre de pays voient qu'ils vont réellement la tête dans le mur et qu'on va vers un impôt zéro si ça continue comme ça avec cette concurrence fiscale au niveau international, si un certain nombre d'États, et la Belgique, donc on a poussé à ça, arrive à une coopération renforcée au niveau donc, de l'Union européenne, là on pourrait tout doucement un peu sortir de cette compétition qui ne mène à rien. Donc, comme pour tout, il faut une volonté politique et je crois que comme toutes les associations qui font de l'éducation permanente, qui font de l'action citoyenne, il faut donc continuer à faire pression sur nos gouvernements pour qu'il y ait vraiment des politiques progressistes et pour une justice évidemment plus équitable. Merci. Christian, vous voulez dire un dernier mot? Oui, juste 2 mots. Sur la base taxable commune, Piketty, dans un de ses livres, il a un très bon mot sur la base taxable commune. Il a écrit qu'un système d'impôt des sociétés par pays, c'est aussi ridicule que s'il y avait un impôt sur le revenu différent pour chacun des 20 arrondissements parisiens. Et je n'ai jamais très bien compris pourquoi la Commission européenne ne s'est pas dirigée vers la coopération renforcée pour débloquer le débat sur la base taxable commune. On l'a fait au Conseil européen pour la taxation des transactions financières. La Commission n'a pas pris la même voie pour la base taxable commune, je ne sais pas très bien pourquoi. Alors, par rapport à la concurrence fiscale, je vais juste mentionner un point brièvement. Dans le programme du travail au niveau OCDE G20, un des 2 piliers du programme, c'est une taxation minimale de 12,5 sur les bénéfices des filiales des entreprises multinationales. Pour vous expliquer très brièvement comment ça pourrait fonctionner s'il y a un accord politique, ça veut dire que si une entreprise établie en Belgique a une filiale dans un pays où elle ne paye que 5% d'impôt des sociétés, la Belgique peut dire ça, je retaxe tout le bénéfice qui est localisé là-bas, même s'il n'est pas distribué. Ça fait partie des choses qui sont en discussion au niveau OCDE G20. L'accord politique était attendu fin 2020, mais l'OCDE a décidé de faire une pause parce que les États-Unis, dirigés par qui vous savez, ne voulaient pas. Et on s'est dit, ça ne sert à rien de casser la porcelaine, attendons qu'il s'en aille. Mais l'échéance politique au niveau international est à la fin du premier semestre 2021. Et les choses ont l'air pas trop mal engagées, surtout sur ce point-là. Sur le digital, qui est le deuxième point, les États-Unis ne sont pas très chauds pour accepter qu'on taxe un peu plus les GAFA qui sont évidemment chez eux. Mais sur le volet taxation minimale des entreprises multinationales, les choses sont assez bien engagées, mais il faudrait être attentif parce que c'est un sujet où, comme on dit, le diable est dans le détail. Tout à fait d'accord. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux. Et en plus, merci d'avoir fini sur une note positive. Ça fait du bien, parce qu'en matière fiscale, ce n'est pas toujours le cas. Donc, merci beaucoup pour toutes ces informations que vous nous avez apportées. C'était très riche. Je rappelle que l'événement est enregistré. Donc, ceux qui veulent réécouter pourront le faire et pourront revisionner les slides. Donc, c'était un événement qui était organisé par Attaque Wallonie-Bruxelles, par le réseau Justice Fiscale et par le journal Pour. Et vous pouvez vous abonner à notre newsletter si vous voulez savoir un peu ce qui se passe, à la newsletter d'Attaque sur notre site internet. Et puis, nous, on continue tous à travailler sur les questions de justice fiscale. Donc, il faut continuer à nous suivre pour avoir des informations et joindre des actions militantes pour plus de justice fiscale. Encore un grand merci à nos intervenants pour toutes ces informations. Merci à ceux qui nous ont suivis et merci pour toutes les questions. J'espère qu'on a répondu de façon satisfaisante et à très bientôt. Je clôt ici. Merci pour l'animation.